Et bonjour à tous! On se retrouve du coup pour le dernier guide de FT Tower. Ce sera cette fois-ci sur le dernier boss, le Magitor. Alors du coup, au niveau de ce quatrième boss, le Red Plan, donc je vous mettrai en description le Red Plan. Comme vous pouvez voir, il y a des marqueurs qui sont un petit peu spécifiques. Il y a plusieurs fois les mêmes lettres. Il y a D 3 fois, il y a 4 3 fois, etc. Donc vous allez vous dire, mais comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Effectivement, ce n'est pas possible. C'est juste pour dire que suivant votre alliance, vous aurez tel et tel marqueur proche de vous. Sachant qu'il y en a comme le B où ils sont notés qu'une fois, comme le A aussi. Donc en fait, c'est des marqueurs très spécifiques que je peux vous faire voir ici. Si vous êtes l'alliance A et D, vous serez ici. Si vous êtes l'alliance B et E, vous êtes ici. Si vous êtes l'alliance C et F, vous êtes ici, donc en haut à droite. Deux alliances par square, et donc avec chaque équipe qui doit mettre ses propres marqueurs. Donc à ce niveau-là, nous, on a les marqueurs très importants qui sont le D, le 4 et le C. Et après le B et le A, le 1 et le 2. Surtout le A et le B sont importants, les deux autres sont pas forcément utiles, mais ça permet de se repérer quand même. Alors donc le boss. Voilà, tac tac tac. Il commence, tac tac tac. Donc il commence par un gros red wide. Donc vous pouvez pré-shield. Là c'est ce que je vais faire. J'ai mis l'adepte de la neutralité. Donc il commence avec un gros red wide. Pareil, la FT Tower, il n'y a pas forcément besoin de potes, sauf sur le boss numéro 3. Sur ce boss-là, je vous conseille fortement d'utiliser les potions, parce que vous arrivez quand même sur la fin de la tour, donc ne soyez pas avare de potions. Euh, le boss est, entre guillemets, assez permissif. Il y a juste quelques moments clés où ça peut être un wipe, mais sinon, il peut y avoir pas mal de morts en chaîne, et quand même continuer de voir la fin du fight. Donc sur les premiers temps de proc, vous pouvez vous taper des enrage. Donc c'est vrai que si tout le monde pote dès le début, vous pouvez passer d'une enrage à un kill. Donc clairement, je vous conseille sincèrement de ne pas être avare dessus. Donc libération d'aura, donc c'est le red wide. Et après, ah oui, deuxième info. Là on voit c'est Jiki là qui tank. Tous les tanks ont enlevé leur stance, sauf celui qui va vraiment gérer le boss de A à Z. Pourquoi? Parce que toutes les mécaniques de tank se font par proximité. Donc on demande à tous les tanks, sauf celui qui veut gérer le boss, de retirer leur stance pour éviter de tourner le boss dans tous les sens et que ce soit qu'une seule personne qui le gère. Donc voilà, retirez bien votre stance si vous êtes tank à ce moment-là, sauf si vous prenez l'aggro. Alors, décelage. Donc là, c'est la mécanique où il va faire, c'est une des premières mécaniques de tank où il va faire des auto-attaques suivant son arme. Si vous voyez ici, là, il a une épée ou une lance, et à sa droite, c'est une hache. Il va faire briller une de ces deux armes. Là, par exemple, c'est la hache. Donc la hache, ça veut dire qu'il va taper les deux personnes les plus proches de lui, et il va faire deux coups. Donc à ce moment-là, le plus simple aussi, au niveau des préplacements, j'en ai pas parlé, c'est que toute la partie, vous voyez, tout le monde en fait est au bord de la hitbox. On a toujours deux tanks qui sont in. Donc ça, c'est les tanks A, B et C. MT plus OT qui sont bien dans la hitbox du boss et proche de lui. Et les tanks D, E et F, donc nous, Maledictus et Noka, ils sont loin du boss. Ils sont en max melee range, puisque suivant l'arme et dans plusieurs moments du fight, il faut que les tanks soient soit proches, soit loin. Donc pour éviter de se torturer l'esprit et de faire des mouvements de tank infect, on garde cette idée de il y a deux tanks qui sont proches, deux tanks qui sont loin tout le temps. Donc, suivant votre équipe, vous allez voir si c'est à vous de mitig ou pas. Donc là, concrètement, il avait sa hache d'allumer, c'est-à-dire que c'est les deux tanks les plus proches. Donc moi, étant dans l'équipe F, ça veut dire que mes tanks ne vont rien prendre à ce moment-là. Donc il fait un coup, et il refait un deuxième coup. Quand c'est la hache, c'est... Ah non, trois coups. Et je crois que quand c'est la lance, c'est deux. Enfin ouais.
Alors, dague d'assassin. Donc ça, c'est la plus grosse mécanique du fight, là où ça va, vous allez vous torturer l'esprit, ça c'est clair. Donc, le principe de la dague, c'est qu'il y a des cônes, voilà, des lignes qui arrivent. En fait, la dague fait un aller puis un retour, et après, elle repop, elle rebondit dans un autre endroit, un aller plus un retour, et après, elle le refond dans un autre endroit, un aller plus un retour. Le truc, c'est que l'aller-retour, enfin, le retour est facile à esquiver. L'aller, si vous n'êtes pas habitué, vous ne savez pas où vont pop les dagues. À chaque fois que vous mangerez des dégâts, vous prenez une vulnée de glas. Donc, bah, je vous le conseille pas. Donc, je vous mettrai aussi en lien dans la description, il y a un simulator qui existe pour le Magitor. Vous pouvez mettre dans quelle alliance vous êtes, mais honnêtement, ça ne changera rien. Vous pouvez aussi, il y a 3 mécaniques hyper importantes dans le fight, il y a Assassin Dagger, Runax et Holy Lance. Vous pouvez aussi vous entraîner avec le logiciel. Et donc là, c'est pour les variantes, si vous voulez que ce soit une pique ou une hache, et si c'est au nord ou au sud, mais j'y reviendrai après. Bref, dans tous les cas, ça c'est quelque chose qui prend littéralement au bout de 5 minutes. Là, je vais vous donner le tips déjà pour y arriver beaucoup plus facilement. Mais si vous avez compris, en 5 minutes, vous aurez réussi à chaque fois tous les patterns de Assassin Dagger. Et je vous conseille sincèrement de vous entraîner avant aussi, pour la simple et bonne raison qu'on arrive sur la fin du fight. Comme je disais, il peut y avoir des morts, mais s'il y a trop de morts, vous allez rapidement quand même vous taper l'enrage. Le boss est plutôt gentil en termes de DPS check, un peu comme les autres, mais s'il commence à avoir trop de morts, ça peut vite être compliqué. Sachant que on va dire que si c'est un DPS, c'est un peu moins grave, mais si ça tombe sur un des supports, là, ça peut vite devenir dramatique. Si c'est sur un des healers et que ce n'est pas le chemist, si le chemist reste encore en vie, c'est jouable. S'il y a un des deux tanks qui meurt, ça devient très très vite problématique ce boss. Donc voilà, je conseille vivement de l'utiliser. Voilà, on met Lance Blow, Begin, et en fait on bouge notre personnage comme ça. Donc on se place à un endroit, il fait l'aller, le retour, et puis par exemple, je sais pas, je vais me mettre là, je vais me mettre là. Et en fait, si on s'est planté, voilà, il met You Got It, et après on peut recommencer. Donc voilà, je vous montrerai, je vous mettrai dans la description. Voilà. Et ça, c'est les marqueurs pour vous dire que chaque square est associé à quelque chose. Donc, la technique des dagues, elle est toujours la même. Soit ça commence proche d'une lettre, donc proche de D, soit ça commence sur une ligne de chiffres, donc au niveau de 4. La règle, on fait la règle du 6-2-4. 6-2-4, c'est quoi? C'est-à-dire que vous vous mettez proche du marqueur, soit D, soit 4. Vous vous mettez proche d'un marqueur violet dans tous les cas. Je dis marqueur violet parce que toutes les équipes ont le leur, hein. Tout ce que je vais expliquer, toutes les équipes ont le même marqueur. Donc vous vous mettez proche du marqueur violet, là où la première AOE est proche. Et donc la 6-2-4, c'est qu'on va compter 6 allers-retours, 2 allers-retours et 4 allers-retours pour bouger. Donc là, on reste ici. On reste bien proche, d'ailleurs, on colle l'AOE pour être sûr. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous pouvez bouger. Quand c'est un fendoir, c'est un out. Un out et la zone safe, elle est bien dans le corner. Vous voyez, on a toute cette zone-là qui est safe. Dans tous les cas, si vous prenez des dégâts, c'est à nouveau une vulnée que vous mangerez. Donc vraiment, respectez bien les mécaniques de ce boss. Comme je dis, le DPS check est pas si violent. Par contre, des morts, ça peut vite être problématique. Donc juste, ne gridez pas de GCD. Quand c'est fendoir, c'est un out. Quand c'est un pick, c'est un in. Donc là, on était sur, voilà, ça ferait 5, 6, 1, 2. Et là, on va on va toujours en C après. Que ce soit n'importe quel pattern, c'est toujours C. Après, on compte 4. 1, 2, 3, 4, on peut bouger. Et on se met toujours à droite quand on est... Enfin, à droite ou gauche. C'est-à-dire que si je vais vers 4, je vais vers la droite. Donc, je me mets côté droit du in. Pour être sûr, parce qu'il peut y avoir encore une dague dans certains patterns qui peut traîner.
Et si le pattern fait que je dois aller vers la gauche, dans ces cas-là, vu que je vais vers la gauche, je mettrai bien côté gauche du in. Donc le in, c'est ça. C'est vraiment entre les deux squares. Là, vous voyez, ici, ici, ça c'est le in. Ensuite, Fury Fourchu. Donc Fury Fourchu, c'est qu'il va faire un énorme tank buster sur le tank le plus proche et le tank le plus loin. On part du principe que les knights ont des outils pour mythics, pour s'auto-mythique. Donc c'est toujours eux pour lesquels on va faire en sorte qu'ils soient ciblés. Pardon. Donc, dans chaque alliance, il y aura forcément au niveau des tanks un knight et un berserker. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre quelques mythis sur votre knight. Là, je sais pas ce qu'il a mis en plus en CD, mais là, il a littéralement rien pris, donc c'est top. Donc si vous êtes paladin fantôme, suivant votre alliance, soit vous êtes in, soit vous êtes out. Fury Fourchu, c'est juste ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, alors, les Chemister. Donc les Chemister, il va... Hop, vous voyez, là, on a sa lance, là. Et il a sa hache de l'autre côté. La hache, on ne peut pas la voir, suivant le point de vue de votre équipe. Il n'y a que l'équipe B et E qui peuvent très bien voir le boss. Nous, sur le côté, c'est un peu plus problématique. Il faut repérer l'arme qui est allumée. Il va y avoir des chemisters soit jaunes, soit bleus, qui vont être liés en fait à son arme. Et ça va booster de manière énorme son red wild là qui est en train d'arriver. Donc si c'est son arme, la lance là qui brille, c'est un bleu. Donc c'est-à-dire qu'il faut tuer les chemisters bleus. Les jaunes, on les ignore. Et donc là, par exemple, dans mon cas, je vois que sa lance ne brille pas. C'est-à-dire que c'est forcément sa hache qui brille. Donc qui dit hache dit jaune. Donc à ce moment-là, hop, bon, là je me plante. Donc on va taper les chemisters. Et à côté de ça, il va y avoir un chemister aussi violet. Le chemister violet, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être absolument tué, sinon c'est wipe. Sauf que une fois, en fait, il doit être tué très rapidement et il doit être tué que par une seule personne. C'est à ce moment-là que le berserker justement entre en scène. Puisque quand il est mort, il fait une ligne devant lui, une énorme ligne, et tous ceux qui sont pris dedans obtiennent le statut hystérie. Donc hystérie, c'est que vous courez dans tous les sens. Donc c'est pour ça que les berserkers se mettent toujours côté du wall pour éviter de cleave les autres personnes. Et surtout, vu qu'il faut la tuer rapidement, le berserker est extrêmement fort pour ça. Il faut mettre votre GCD de Berserker, pas encore l'attaque automatique, mais l'autre avant. Et après, vous mettez l'attaque automatique, potentiellement un gros GCD. Et après, vous mettez l'attaque automatique. Donc, grosse attaque, gros GCD, puis attaque automatique. Pourquoi? C'est que pendant l'attaque automatique, donc déjà, vous allez voir, il va détruire le chemister violet. Mais surtout, après, il va se prendre en fait le cleave de l'hystérie. Sauf que quand vous êtes berserker et que vous êtes sous attaque automatique, vous vous en fichez en fait de l'hystérie. Ça ne vous affecte pas. Donc c'est la raison pour laquelle c'est le berserker qui s'occupe du violet à chaque fois. Dernière chose, quand vous êtes en train de tuer le chemister jaune là, une fois qu'il est, à chaque fois qu'il sera tué, il va faire un tank buster qui fait 9 999 000 points de dégâts aux deux personnes les plus proches. C'est à nouveau à ce moment-là qu'on a besoin du Knight, puisque le Knight, il a comme sort, hop, il a promesse. Octroie à vous ou à l'équipier ciblé 2 degrés de promesse qui annule les dégâts de la plupart des attaques. Donc en fait, chaque Knight de chaque équipe va se mettre le plus proche possible du... Là, on le voit là et là. Ils vont se mettre le plus proche possible du Chemister. Un peu avant que ça pète, ils se mettent leur protection. Et vu qu'ils seront invulnérables, ils vont prendre 0 dégâts. Une fois que vous avez terminé de tuer les chemisters, là il y a toujours le red white qui est en cours. Je vous conseille de bien le mitiger. Il fait relativement mal aussi. Je mets pas encore l'astro solaire parce que j'en aurai besoin pour après. Et je vais revenir. Ensuite, il va... Alors là c'est timing 2 minutes d'ailleurs, donc vous pouvez
pouvez le défoncer. Voilà, Sage et Staff. Donc, je vais vous expliquer. Alors, donc Assassin Dagger d'ailleurs sur le Red Plant où vous expliquez aussi comment le dodge. Je vous disais que ça pouvait commencer sur une lettre. Hop. Et ça peut commencer ici sur un chiffre. Vous voyez, ça peut commencer ici. Donc, si ça commence ici, dans ces cas-là, on se met proche de 4. Par exemple, le 3, essayez de se mettre là. Alors, hop, CJ Staff. Donc CJ Staff, il va faire pop 3 lances, 3 bâtons plutôt, ici, 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 ou alors à l'inverse, dans l'autre sens, ici, ici et ici. Ouais, c'est ça. Ici, ici et ici. Pourquoi? En fait, c'est à l'opposé de où elle pop. Le but, c'est-à-dire que en fait, les lances, enfin les bâtons, vont faire un share de proximité. Donc il faut que votre groupe soit le plus proche possible pour encaisser les dégâts. Je vais vous expliquer comment on fait à la régu, et après je vais vous expliquer comment sur ce Discord-là on fait, et surtout j'ai vu que d'autres Discord faisaient la méthode No Brain, qui pour moi est beaucoup plus safe. Mais suivant le Discord où vous serez, je vous explique quand même comment on fait à la régu. Donc le but c'est que, en fait, il faut que vous preniez votre ligne de bâton. C'est-à-dire que nous, soit il est en C, soit il est à l'opposé de C, il sera en 3. C'est à ce moment-là aussi qu'interviennent les marqueurs bleus. Donc c'est-à-dire que si le bâton n'apparaît pas en C, c'est-à-dire qu'il est forcément de l'autre côté. Donc le but c'est qu'on se mette nous proche de notre bâton assigné. Et après il va faire forcément le deuxième set où ça va échanger de place. Donc à ce moment-là vous avez juste à traverser et revenir à votre bâton. En soi la mécanique n'est pas compliquée mais c'est juste que ça fait beaucoup de mouvements et on peut vite être perdu dans l'espace. La méthode No Brain, et qui pour moi est beaucoup plus safe aussi pour plusieurs raisons, c'est que les chairs font mal mais ne mettent pas de vulné. Donc en fait, on fait à la méthode bourrine, c'est-à-dire qu'on va tous se mettre au centre, et c'est-à-dire qu'on va se prendre, tout le monde va se prendre les 3 chairs. Et donc les chairs, plus vous êtes de personnes, moins ça fait de dégâts. Donc finalement, en fait, ça annihilie. Après, il faut quand même mettre de la mythique, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'astre solaire en préparation. Mais en fait, ça permet d'éviter tous les mouvements, tout le monde continue de taper, on se prend moins la tête, c'est beaucoup plus safe. Aussi pour la simple et bonne raison que vous pouvez avoir des morts dans votre équipe, suivant là où, à combien vous êtes restant dans votre équipe, s'il y a des morts en cours, etc. Typiquement, si vous êtes 4 ou 5 dans votre équipe, ou même 6, vous allez prendre extrêmement cher de prendre le cher à 6. Que là, en fait, vu que tout le monde est au centre, que vous soyez 4, 6 ou 8, tout le monde va vous aider à encaisser. Donc c'est beaucoup plus safe aussi. On a vu des groupes qui sont morts du cher parce que ils n'étaient pas assez nombreux. Alors que si on avait fait cette méthode-là dès le début, je pense sincèrement qu'ils auraient survécu. Donc, bâton de sage. Donc il fait pop les bâtons. Où est-ce qu'ils sont? En fait, même maintenant, je m'en fiche un peu. Donc il fait forcément soit un piqué, soit une hache. Donc piqué, on se met in. Ah, ils sont là les bâtons. Il y en a un là. Et après, ah oui, là, ils sont là, là et là, du coup. Et en fait, méthode no brain, on reste tous au centre. On s'en fiche. On va se prendre le cher. Vous voyez, j'ai bien mitigé quand même, donc il faut. Et après, du coup, il fait l'inverse, donc fendoir, donc c'est-à-dire que c'est un out. Donc on fait out, et après, le bâton est toujours en cours, donc il faut vite. Par contre, là, il faut être réactif. Il faut vite retourner au centre pour prendre le deuxième cher. Si je vous dis vite, c'est vraiment vite. D'ailleurs, là, je savais que j'avais le temps, mais si vous êtes un petit peu late, claquez votre sprint. Parce que vu que les chairs sont de proximité par rapport au bâton, si vous êtes en route et que vous êtes trop en retard, vous pouvez vous prendre le chair tout seul et mourir tout seul. Donc il faut vite revenir au centre à ce moment-là. Là, le gros piège, c'est que une fois que vous avez pris des chairs dans tous les sens, cette phase de healing est un petit peu compliquée, hein. Il refait un gros red wide. Donc il faut garder des ressources à ce moment-là pour encaisser toutes les salves à la suite. Donc après, je crois qu'il refait un Fury. Non, DCH. Donc DCH, c'est à nouveau les auto-attaques des tanks, soit proches, soit loin. C'est à nouveau une hache, donc c'est-à-dire que ça va être proche. Donc il met 3. Et sinon, si c'est sa lance, c'est juste les deux plus loin. Donc encore une fois, ce n'est pas mes tanks qui vont prendre les dégâts. Il va refaire... Ah, Runax. Donc là, c'est
pour moi, la mécanique qui me fait le plus peur à chaque fois. Parce que là, depuis le début, il n'y a pas de possibilité de wipe en tant que tel. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, vous faites une erreur tout seul. Ou soit, si sur les chemisters, peut-être que vous n'avez pas eu assez de DPS et c'est pour ça que vous êtes mort. Mais en tant que tel, si des personnes font des erreurs, ce n'est pas wipe. Là, Runax, donc H-Runic, c'est la mécanique où il peut y avoir des wipes. Donc on va la décortiquer, elle est hyper importante celle-là. Il pouvait y avoir des wipes justement sur Sage et Staff, mais avec le fait de faire le share au milieu, il n'y en avait même plus. D'ailleurs, avec le Sage et Staff, là sur le Red Plan, ils expliquent comment faire à la régu. Ne le suivez pas suivant le Discord où vous êtes, renseignez-vous de la stratégie qui est utilisée. Sur le simulator, il vous le fait à la régu. Hein, vous ne pourrez pas vous entraîner à prendre le share au centre. Runax, donc vous allez avoir de manière complètement aléatoire des personnes qui vont être ciblées. Soit ils vont avoir une big AOE, soit ils vont avoir des petites AOE. Ces AOE-là vont exploser et faire exploser toutes les parties qui lui sont liées. C'est-à-dire que là, on va mettre la big AOE bien loin des squares. Vu qu'elle électrifie tout ce qui n'est pas le square, toute la partie en jaune va être touchée. Vous pouvez mettre votre AOE là, mais c'est tout qui va être touché. Si on avait mis la grosse AOE à l'intérieur d'un square, ça aurait été un square qui aurait été touché. Le problème, c'est que cette AOE est beaucoup plus grande que le square, donc en fait, ça aurait touché le square, mais ça aurait touché aussi toute la partie, ça aurait touché l'extérieur, donc ça aurait électrifié aussi toutes les parties. Et suivant où il est placé, il y a même un... Mais si vous mettez en fait, c'est juste, il suffit qu'une petite partie touche une petite partie de quelque chose d'autre pour que ça l'électrifie. Donc la façon la plus safe, c'est que si vous avez le premier violet, vous vous barrez dans un coin. Et à ce moment-là, le boss va aussi faire soit un in, soit un out. Pour l'instant, j'ai toujours vu que du in. Vous voyez, là, il met son AOE bien bien loin. Et il fait attention surtout que son AOE ne touche pas du tout un bout de square. Donc pour l'instant, si vous avez la grosse AOE, vous vous barrez. Si vous n'avez pas la grosse AOE, vous restez dans votre square. L'explosion, la big AOE explose, ça électrifie donc tout. À ce moment-là, il fait un piqué, mais je crois qu'il peut faire que piquer. Donc si c'est piqué, c'est un in. Sauf que à ce moment-là, il y a aussi les petites AOE. Les petites AOE, elles pètent avant le in. Donc les petites AOE, vous restez dans votre square pour électrifier que votre square. Parce que si vous touchez un bout de l'extérieur, vu que tout le monde est déjà préplacé en in, vous allez shooter tout le monde. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir des wipes dans tous les sens. Donc si vous avez votre petite AOE, vous restez bien dans votre square. Et si vous remarquez, je vais le mettre en slow. Vous voyez le BLM là. Alors, on va voir. Hop, voilà. Le BLM, il fait en sorte de vraiment ronger les bords, mais sans les dépasser. Puisque une fois que son AOE pète, lui, par contre, il faut qu'il aille se mettre à l'abri en in. Là, il ne le fait pas, mais c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'il vaut mieux paniquer et mourir tout seul plutôt que d'aller trop vite en in et votre AOE n'est pas passé. Et dans ce cas, vous électrifiez tout le monde, vous tuez tout le monde. Donc, vaut mieux se prendre un in ou un out que de faire wipe le groupe. Une fois que vous avez fait ça, il va à nouveau y avoir une grosse AOE et les petites. Hop. La grosse AOE. Voilà. Donc la grosse AOE, elle se barre à nouveau. Et les petites, elles restent dans leur square. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, si vous êtes dans l'équipe A, enfin de ce square-là, votre équipe, votre alliance complète, que ce soit l'alliance A ou l'alliance D, ne peut jamais avoir de petites AOE en deuxième set. Donc, vu qu'il y a deux petites AOE et une grosse AOE qui pop en même temps, il faut aller dans un square safe. Donc, si vous avez une big AOE, vous allez loin. Si vous avez votre petite AOE, vous restez dans votre square. Là, le red plan, il n'est pas à jour. En fait, la zone safe, ce n'est pas en B, mais en A. Puisque il y aura forcément, il n'y aura jamais, de personnes en A ou en D qui auront la petite AOE. Donc à ce moment-là, on se réfugie tous en A.
Ce qui fait que ça évite les adjusts. C'est-à-dire que si vous êtes sur le square de C, enfin ici, si vous avez une petite AOE, vous savez que vous devez rester ici. Et puis si vous n'en avez pas, vous savez que vous devez aller là. Et là, si vous êtes en B, bah, vous savez que vous avez une petite AOE, vous restez dans votre square. C'est beaucoup plus facile parce que là, dans la strat où on faisait avec B, il fallait que le A, des fois les C, adjust, en vrai c'était tout un bazar. Donc le but c'est, on se réfugie en A. Donc je vais vous remontrer après la mécanique maintenant que j'ai tout expliqué. Donc H runique. On regarde son debuff. Là on voit que lui c'est que dans 18 secondes. Si vous n'arrivez pas à savoir, là il me semble que c'est une petite AOE. Si vous n'arrivez pas à savoir si ça va être une grande ou une petite, pas de panique, le dessin, enfin l'animation vous est montré bien longtemps en avance. Donc le grand se barre, on se met tous en in sauf les petites explosent, elles vont en in, on esquive le in, et après on va en A. La grosse AOE se barre, les petites restent dans leur square. Voilà, donc là ils ont tué pas mal de monde. Donc à ce moment-là, nous on fait les raids et puis on est reparti. Mais voilà, ça continue, ils sont morts dans leur coin, ils n'ont pas fait wipe, c'est le plus important. Furie fourchu, pardon. Donc là c'est à nouveau les tanks, enfin les paladins fantômes, pardon, le plus loin et le plus proche. Là c'est un timing 2 minutes qui pop. Et ça va être normalement, voilà. Et est-ce que, non, c'est encore un jaune, parce que la lance n'était pas allumée. Donc on retue le jaune, hop, et on est reparti. Sauf que là, vu que c'est un timing 2 minutes, vous allez arracher le chemister. Donc ça vous laisse le temps de revenir tranquillement, et puis de continuer à DPS rapidement aussi le boss. Donc là, il est reparti sur un set de dagues. Ah bah voilà, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, par exemple, il commence sur un chiffre. Donc on se met proche du chiffre et on compte 6, 2, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et vraiment, faut pas paniquer, prenez votre temps. Hein. 5, là on voit que c'est un in, mais on attend. 6, et là on rentre, et côté droit. Côté droit, parce que vous voyez, c'est ce que je disais, des fois il peut y avoir des dagues qui traînent, surtout dans ces patterns-là. Donc si vous êtes déplacé vers la droite, mettez-vous bien côté droit pour esquiver le truc. Ça fait 1, 2, on retourne sur C. Là ça fait 1, 2. Mais à ce moment-là, si c'est un in, c'est forcément un out après. Et si c'est un out, c'est forcément un in. Donc là, vous savez que c'est un add. Vous pouvez déjà vous mettre dans le coin. Vous êtes déjà safe. Ensuite, ah bah je vais pouvoir vous montrer. Donc décellage. Là, c'est à nouveau soit sa lance, soit sa axe. Là, ça va être sa lance. Donc c'est les personnes les plus loin. Donc là, ça y est. Je peux enfin midi mes tanks. Et donc, ils vont prendre 3 hits. 1, 2 et 3. Et enfin, dernière grosse mécanique du fight, c'est la lance sacrée. Donc là, c'est le dernier moment où vous pouvez wipe. Alors, tac. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des lances qui vont apparaître tout autour, comme ça. Elles apparaissent toujours dans le même ordre et elles explosent toujours dans le même ordre. Ça commence du nord, donc ici. Donc nous, l'équipe C et F sur notre droite. Et ça tourne toujours clockwise. Toujours, toujours, toujours dans cet ordre-là. Ça pop toujours pareil. Sauf qu'on va revenir sur qui dit explosion de toute la plateforme auquel vous êtes lié. À côté de ça, on va aussi avoir des shares par square qui vont apparaître. Le but, c'est que chaque lance va péter les unes après les autres. Donc la première qui pète, elle est en out, donc ça veut dire qu'il faut que chacun soit dans son square. Ensuite, après, elle pète ici, donc c'est-à-dire que c'est notre square là qui est unsafe. Donc en fait, tout le monde peut rester dans son square, sauf l'équipe C et F. Nous, on va se mettre en out. Celle-là, elle pète, on peut toujours pas rentrer. Celle-là, elle pète, on peut toujours pas rentrer. Celle-ci, elle pète, on peut toujours pas rentrer. Et là, ça va répéter, mais cette fois-ci en accélère, donc à ce moment-là, on doit absolument rentrer. Une fois que celle-ci est pétée, c'est à ce moment-là l'équipe B et E qui se barrent, puisqu'après ça va être leur square qui va péter. Une fois qu'on arrive ici, eux, il faut vite qu'ils retournent en in. Et une fois que la lance ici pète, c'est l'équipe A et D qui se barrent. Et une fois qu'ils... En fait, eux, l'équipe A et D, c'est les meilleurs, parce qu'en fait, ils restent toujours en in, du début jusqu'à la fin.
Et juste à la fin, quand ça arrive sur leur square, ils se mettent en out et c'est tout. Ils n'ont même plus besoin de se prendre la tête. Donc la difficulté, c'est que les shares explosent aussi suivant les plateformes où elles sont. Donc si vous faites une explosion de shares au même moment, vous allez tuer tout le monde. Donc les lances on pop, la première qui va exploser est ici, mais avant il fait toujours un piqué ou une axe. Encore une fois, ici j'ai toujours vu qu'un piqué, donc je sais pas si c'est toujours qu'un piqué, mais dans tous les cas, nous on l'a toujours eu comme ça. Donc on esquive d'abord ça, on fait le in. Ensuite, on va vite dans notre square parce que la lance va exploser. Ensuite, nous, vu qu'on est l'équipe CF, on sait que ça va exploser dans notre square, donc on se barre. Sachant qu'on prend notre chair, ça explose toute la partie électrique. Donc de toute façon, les autres sont dans leur square, donc ils ne prennent pas de dégâts, sachant que notre chair met une vulnée. Donc c'est pour ça que il faut que chacun respecte bien son share, parce que si vous êtes au même moment sur une plateforme, si vous êtes s'il y a deux groupes en extérieur par exemple, eh ben vous allez vous mettre les deux vulnés, et du coup il y a deux alliances complètes, enfin quatre alliances complètes qui meurent. Donc il faut vraiment y aller mollo, vous pouvez même arrêter de DPS, je vous conseille sincèrement d'arrêter de DPS, parce qu'à ce moment-là c'est la dernière mécanique, et bah, si le share est mal placé, c'est un wipe. Donc nous, on attend que ça pète, on voit que ça pète, on attend, hop, et là on peut rentrer. Et là, nous, c'est pareil, on n'a plus de mouvement à faire, on reste toujours in. Ah oui, pourquoi? Alors attendez, je vous ai pas expliqué. Là, on a les lances sacrées, hop. Et en fait, pourquoi nous, on se met ici? C'est parce qu'en fait, on sait qu'on va devoir sortir. Donc on se met bien out. Et vous pourriez vous dire, oui, mais on peut se mettre là et comme ça, on peut toujours taper le boss, etc. Non, parce qu'en fait, l'AOE du Cher peut potentiellement toucher le square à côté. Et dans ces cas-là, vous allez électrifier tout le monde et vous allez tuer tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on se met. Les chairs se mettent toujours bien derrière. Et une fois qu'on peut rentrer, eh bien, on rentre. Et après, bah, ils font pareil. Ils se mettent en out. Ils attendent que leur lance pète pour pouvoir rentrer. Et après, l'équipe A fait pareil. Ils s'écartent. Et c'est reparti. Donc là, après Fandor, donc c'est un out. Il me semble. Alors là, c'est un timing 2 minutes et timing pot si vous l'avez utilisé à l'opener. Donc là, vous lâchez tout parce que c'est la fin. Libération d'aura, c'est un red wide. Et là, faut tout mettre. Donc Furie fourchue, donc c'est le TB avec les knights. Après, il refait des scellages. Après, il refait un chemister. Ah, cette fois-ci, c'est le bleu. Ça, je vais pouvoir vous montrer. Hop, donc il a bien son arme bleue de mise, donc on tue le chemister bleu. Vous voyez que là, le chemister violet a été tué. En fait, il n'y en a que un qui pop à chaque fois. Donc, juste vous surveillez si le vôtre pop. S'il ne pop pas, vous allez taper avec tout le monde. Ce qui fait que c'est pour ça aussi que là, on est sur un timing... non, le timing de minutes est terminé. Mais on est sur un gros burst parce que du coup, le berserker nous aide à ce moment-là pour le tuer, vu il est sur son attaque automatique, pardon. Il n'a pas besoin de tuer le violet. Donc à ce moment, on peut le tuer très très facilement. Donc miracle, c'est à nouveau un red wide. Là, il faut mitiger. Là, on voit la LB DPS range. C'est une technique qui est aussi utilisée où vous mettez d'un côté du boss pour faire la ligne droite contre votre chemister. Comme ça permet de DPS le chemister et en même temps le boss. Ça, c'est des techniques qui se font aussi, qui sont bien quand vous avez une LB 3. Sinon, après, bah là, en fait, il y a toutes les LB qui se balancent. La dague assassin, on compte, donc on est reparti. On compte 6, 2, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on panique pas. 6 et on y va. Côté droit. 1, 2. On peut retourner en C et on compte 4. Donc 1, 2, 3 et 4 s'il fallait être en in. Et là, c'est un out, donc on est beau. Et après, donc là, sur cette run-là, on l'a tué. Après, il refait en fait un red wide et ce sera l'enrage.
Et voilà, c'est la fin du coup de tous ces guides sur la FT Tower. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé et je vous souhaite bon courage pour vos clears et potentiellement vos reclears. C'est vrai que j'aurais pour ma part adoré ce contenu. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super génial. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce sur cette vidéo, à venir me donner de la force sur Twitch. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu sur FF14 et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye tout le monde!